trois conférenciers sont sur le plateau en attente de vos questions. Je voulais revenir sur deux choses. La première, c'est la remarque que vous avez faite, monsieur. À mon avis, c'est fondamental, mais c'est le plus fondamental de tout, c'est qu'on ne meurt pas de la même façon si on est issu d'une culture catholique ou si on est issu d'une culture protestante. Et ça me paraît être le fondement même de tout le débat. Et la meilleure preuve en est, c'est qu'à chaque fois qu'on entend nos politiques dire « il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas ceci ou cela », nos camarades, nos collègues, nos machins de l'Europe du Nord l'ont fait, et ben c'est que justement on n'y arrivera jamais, parce que justement ils ne sont pas comme nous. Et je n'ai jamais entendu un politique de l'Europe du Nord dire « nos collègues de l'Europe du Sud l'ont fait ». Ça c'est la première chose. Donc non mais ça me paraît vraiment, c'est fondamental, je pense. Et la deuxième question que je voulais poser, c'est à monsieur Abel, c'est qu'est-ce que vous entendez par consentement devant cette histoire de la mort? Parce que nous sommes médecins et le consentement, on sait très bien que c'est une espèce de leurre qu'on a fait pour les assurances, pour un peu tout le monde, mais les malades n'y ont pas forcément gagné parce qu'on ne les renseigne que sur ce qu'on veut bien les renseigner. Donc qu'est-ce que c'est que ce consentement-là? Et enfin, il y a une chose quand même qu'il faut comprendre, parce que moi je suis médecin, nous les médecins, nous avons été élevés dans la phrase de Bichat que la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Et encore aujourd'hui, toute la façon dont on a d'organiser l'enseignement, la prise en charge des malades, etc., ça vient de cette histoire de Bichat qui est fausse, bien entendu, mais voilà, elle est comme ça. Et nous avons été élevés avec ça, et nous continuons d'être élevés avec ça. Voilà, c'était les remarques que je voulais faire. Merci. Alors, rapidement, encore une fois, il y a probablement une réflexion. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'au-delà des aspects religieux, il y a des aspects culturels absolument fondamentaux qui expliquent les différences de comportement. En revanche, tout ça explique les différences de performance qu'on peut avoir d'un pays à l'autre, mais n'explique pas le fait que nous ayons des défaillances sur ces aspects-là. Quand je dis défaillance, c'est une moindre capacité à permettre à l'ensemble de la population de disposer d'une forme d'égalité par rapport à la mort, dans les conditions avec la mort. Et évidemment, le témoignage de ce monsieur est poignant, mais on en revient toujours à même. Que dit-il? Je ne sais plus exactement la phrase, mais je m'attends à ce qu'on m'écoute. C'est-à-dire que je veux disposer de ma propre mort. Et ça, il était dans des conditions qui le permettent. Mais on sait bien que c'est loin d'être le cas de tout le monde, où cette écoute, cet accompagnement n'existe pas, parce que notamment pour des raisons religieuses. Mais je crois que s'il faut utiliser d'autres moyens, s'il faut dépasser quelques obstacles culturels, c'est pas pour ça qu'on ne doit pas être capable, puisqu'on a quasiment réussi dans notre pays l'égalité face aux soins, globalement. Mais on peut peut-être réussir aussi l'égalité face à la santé, à la bonne santé le plus longtemps possible, ce qu'on ne fait pas puisqu'on n'a pas non plus cette culture de prévention, par rapport aussi aux pays nordiques, pour des raisons aussi qui sont culturelles. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas dépasser ces raisons-là. C'est pour ça qu'il faut probablement intensifier encore plus que dans ces pays-là ces politiques-là. Or, à la fois, on a ces obstacles culturels auxquels on ajoute plutôt des politiques publiques plutôt faibles par rapport à ça, parce que les politiques publiques sont liées à ce que les gens attendent et aux préférences des gens. Mais c'est là où nos politiques doivent probablement être des leaders et emmener les peuples qui n'y sont pas naturellement enclins vers des directions qui nécessitent de dépasser nos attirances naturelles et notre culture. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Donc je vais répondre. D'abord, peut-être justement parce que je suis protestant, je pourrais dire quand même que dans les cultures catholiques, il y a peut-être un sens en revanche plus aigu des institutions de solidarité, peut-être. Je ne sais pas. C'est un sentiment que j'ai. Je pense qu'on a besoin de la correction réciproque des différentes cultures sans cesse pour s'améliorer. Je pense que la fécondation croisée des cultures en Europe devrait amener à des évolutions positives dans les deux sens. La question du consentement, oui, c'était de ma part plutôt une déconstruction de ce concept que je trouvais, vous avez vu, que j'ai cherché à problématiser, que j'ai problématisé dans la manière dont il était collé à l'idée de choix.
choix dans des options. On a des options, il faut choisir, c'est ça ou ça. Et c'est ça que je voulais un peu ébranler. Peut-être pas la notion même de consentement, parce que c'est vrai que le consentement, ça peut être aussi simplement consentir, c'est aussi la sagesse, c'est aussi l'acceptation, c'est aussi l'approbation. Il y a d'autres dimensions qui, sans doute, peuvent être sauvées, peuvent être revalorisées dans cette notion de consentement. Mais actuellement, le consentement a été réduit, c'est pour ça que je parlais de cette anthropologie ultralibérale, à l'idée de choix. Et ça, je trouve ça très, très discutable. Voilà. Je crois que c'était la seule chose. Non, c'est peut-être le professeur qui va parler aussi. Le problème du consentement est une hypocrisie épouvantable. Quand je m'occupe de sujets âgés, d'Alzheimer, de Parkinson, quand vous demandez et vous faites signer un sujet dément, son consentement éclairé pour lui faire bénéficier d'un essai thérapeutique. Alors on se rassure, mais c'est l'hypocrisie la plus profonde. Et le deuxième point que je voudrais poser comme question, c'est celui du choix. On a l'impression qu'on ne choisit pas les patients, mais déjà on les choisit. Et de plus en plus, on va les choisir. Et ce qui se passe actuellement en Italie permet de craindre que cela va se produire en France avec le choix. Et sur quels critères on choisit? Est-ce que c'est un critère d'âge? Est-ce que c'est un critère de rentabilité économique? Est-ce que c'est un critère financier? Voilà, c'est mes deux questions. Là, on est... Alors, sur le deuxième point, on est... En fait, c'est vous qui décidez, puisqu'évidemment, aucun responsable politique ne prendrait le risque de mettre des critères de sélection. Donc c'est un petit peu comme on a fait pour l'hépatite C, pour le choix des patients qui allaient pouvoir avoir le nouveau médicament. On a dit ça va être vous avez entendu hier, c'est la communauté scientifique. Hein, on se rabaisse, c'est vous les sachants qui allez prendre cette décision. Sur quels critères est-ce que vous allez le faire? Peut-être inconsciemment, mais majoritairement sur des critères économiques, c'est-à-dire sur l'espérance de vie que vous pouvez estimer d'une autre personne, qui sont entre autres des critères économiques, parce que quelle justification ça a de choisir A ou B parce que qui est plus âgé que l'autre. Donc on est plutôt sur un non-choix que sur un choix. Sur la notion de consentement, je suis pas philosophe, mais quand même. Quelle valeur fondamentale est-ce qu'on veut donner à ce type à des déterminants de politique publique? Si on prend les soins palliatifs, et moi je pense que le grand problème en France, c'est qu'en fait, pour le coup, là, on a une absence de choix parce qu'on considère les soins palliatifs uniquement sur un aspect un peu médical de réduction de la douleur, mais pas du tout sur l'aspect fondamental qui est de permettre à chacun d'entre nous, jusqu'à la fin de sa vie, de pouvoir... Alors si la notion de choix ne vous convient pas, la notion d'autodécision, d'autonomie, au moins dans la façon avec laquelle vous avez envie que votre fin de vie se passe. Et donc ça veut dire qu'il faut, et là c'est un choix de politique publique, c'est qu'il faut avoir une vraie politique publique de soins palliatifs. Soins palliatifs, c'est pas juste atténuer la douleur. Soins palliatifs, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en plus... Je ne dis pas que c'est le premier critère, mais en plus, on ferait beaucoup d'économies si on avait une vraie politique de soins palliatifs en évitant, encore une fois, des traitements que l'on sait médicalement parfaitement inutiles. Mais c'est un débat de société dont les mots ont leur importance, qui est quand même sur des fondamentaux qui ne sont pas ultra-libérales, mais qui sont le libéralisme social de John Stuart Mill, pas n'importe quel libéralisme économique, mais enfin, c'est quand même sur cette réflexion-là qu'on doit le faire. Mais c'est un sujet de société, mais quelles que soient les cultures, quels que soient les pays, je pense qu'il y a des droits de l'homme dont on parle beaucoup dans notre pays, mais qui sont vraiment bafoués pour certaines choses, dont notamment la fin de vie en France, où on est quand même pas très très bien placé, ou tout du moins on pourrait faire beaucoup mieux. Vous avez tout à fait raison, mais il faut encore savoir d'où on vient, parce qu'il y a de génération spontanée de rien du tout. Ce que je veux dire,
c'est que la génération à laquelle j'appartiens et qui siège encore dans beaucoup de commissions, dans beaucoup d'endroits pour décider des choses, elle vient du fait qu'à l'époque, quand nous avons appris la médecine, c'était des silos d'aigus. Tout était aigu, tout était aigu. Et le médecin était là pour répondre dans l'urgence à l'aigu. Et c'est ça ce qui faisait la qualité, ce qui faisait la bravoure du médecin. Alors le modèle formidable de tout ça, c'était le chirurgien. Il y va carrément, il ouvre le ventre, il va, il cherche, machin et tout, il referme, etc. C'est formidable. Mais on était tout dans l'aigu. Or là, d'abord, les pathologies chroniques ont pris le dessus, donc cette théorie ne vaut plus rien du tout. Elle est complètement obsolète, mais c'est encore ancré dans les mœurs de beaucoup de gens. Et alors là, le soin palliatif, c'est l'ouverture idéale pour complètement changer nos modèles de réflexion. Mais à partir du moment où on est dans l'aigu, ça n'a rien d'aigu, une partance. Voilà. Donc c'est vrai que tout le monde s'en fiche et que c'est très très difficile de réfléchir à ça quand on a été éduqué au principe de Bichat et à le principe de l'aigu. Très difficile. Mais on peut poursuivre votre réflexion sur la façon avec laquelle on peut gérer la crise actuelle, pas que la France, mais en tout cas, on a un État français qui est toujours très fort sur la réaction, mais très faible sur l'anticipation. Alors là, si on veut une réflexion économique sur toutes ces économies qu'on a fait ces dernières années, sur les sujets que je connais bien, sur tous les budgets de gestion des crises sanitaires, où on a à peu près tout raboté au point de ne même plus avoir de masques et de kits de protection au moment où on en a besoin. Et vous voyez là les coûts politiques que l'on peut avoir. Mais en revanche, dans la réaction, coûte que coûte, on ne compte plus. Donc ça, c'est une aberration en matière de gestion sur un plan de... mais nous ne sommes pas les seuls, et on peut toujours espérer que cette crise a comme bienfait, c'est un changement total d'approche de ces gestions de crise, avec une approche globale d'anticipation et une approche qui soit économique et sociale, parce que malheureusement, on va sauver des vies avec ce que l'on fait, mais la misère sociale qu'on va générer dans les mois qui viennent avec l'impact économique qu'on va avoir là, est évidemment quelque chose qui sera plus silencieux, mais qui sera beaucoup plus redoutable que le court terme. On aurait peut-être moins à financer des soins palliatifs si on finançait davantage de prévention. Parce que, là, je laisse les médecins, mais là, sur le chronique, en fait, vous avez d'autant plus de soins palliatifs, de besoins de soins palliatifs. Il n'y a qu'un Français sur 3 aujourd'hui qui a une demande légitime de soins palliatifs et qui reçoit véritablement des soins palliatifs à l'hôpital. Pourquoi cette demande augmente beaucoup ? C'est quand même du fait de la chronicisation des pathologies qui fait qu'aujourd'hui, vous faites vivre beaucoup plus longtemps des gens qui mourraient et qu'on considérait de pathologies aiguës qui deviennent chroniques. Et donc, je disais tout à l'heure, j'avais vu les chiffres en venant, c'est 50%. En fait, dans les fins de vie, vous avez 50% des Français qui ont une fin de vie brutale. Ça ne veut pas dire par accident, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont que quelques jours à vivre à la fin d'un cancer qu'ils ont eu depuis plusieurs années. Donc, 50%, vous voyez, il y a 600 000 morts en France. Donc, c'est absolument colossal. Donc ça, autant sur repousser l'entrée dans le soin et dans l'arrivée de pathologies qui deviendront les pathologies chroniques, vous avez entièrement raison, tout se passe avant. Dans les soins palliatifs, je suis moins sûr.